Vous êtes dans BBC Hebdo, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Il a été la première victime politique du printemps arabe en 2011. L'ancien président tunisien Zen Al-Abidine Ben Ali est décédé jeudi en exil. Fin de la visite officielle de Félix Tshisekedi en Belgique. Le président de la RDC a appelé ses compatriotes à rentrer pour reconstruire le pays. Et au Cameroun, pas de robe noire dans les tribunaux cette semaine. Les avocats ont protesté contre les entraves à leur profession. L'ancien président tunisien Zen Al-Abidine Ben Ali est décédé jeudi. C'est en Arabie Saoudite que Ben Ali vivait en exil depuis sa chute en 2011. Vous vous en souvenez, il avait été emporté par les premières vagues du printemps arabe dont la Tunisie a été le berceau. Ben Ali a dirigé son pays d'une main de fer pendant 23 ans. Pierre-Antoine Denis. C'est en 1987 que Zine Abidine Ben Ali arrive au pouvoir après un coup d'État sans effusion de sang contre le président Habib Bourguiba, l'homme qu'il avait préparé au pouvoir. Depuis lors, le président Ben Ali a remporté élection après élection avec une énorme majorité à chacune d'elles. Sous sa présidence, la Tunisie était relativement stable et prospère, mais bien qu'elle soit considérée comme un pays socialement progressiste, l'absence de liberté a fait l'objet de vives critiques. Ben Ali était considéré comme autoritaire et antidémocratique. En 2010, la Tunisie est classée parmi les 25 derniers des 167 pays de l'indice de démocratie. Alors, des protestations populaires déclenchées par l'incendie d'un jeune vendeur de fruits tunisien en 2010 ont progressivement drainé le pouvoir du président Ben Ali, qui a fui le pays. Il était accusé à Ben Ali, entre autres, d'avoir, avec ses proches, accaparé les richesses et les postes clés du pays. Le 10 janvier 2011, Ben Ali dénonce, lors d'une intervention télévisée, des actes terroristes, tout en promettant la création de 300 000 emplois supplémentaires d'ici à 2012. Le 13 janvier, il reprend la parole à la télévision pour annoncer de nouvelles mesures censées garantir la liberté de la presse et la liberté d'expression politique, ainsi que son renoncement à une candidature en 2011. Mais cette intervention ne suffit pas à calmer la colère. Acculé, il annonce le 14 janvier le limogeage de son gouvernement et promet l'organisation d'élections législatives dans les 6 mois. Mais plus tard dans la journée, il quitte le pays pour l'Arabie Saoudite sous la pression de l'armée tunisienne et de son entourage. Et après Béji Caïd Essebsi et à quelques jours d'une nouvelle élection, c'est un deuxième président qui décède en cette année 2019. L'actu de la semaine, c'est aussi cette opération séduction de Félix Tshisekedi en Belgique. Une visite qui concrétise le réchauffement entre les deux pays. Des dizaines de Congolais ont cependant tenté de manifester avant d'être repoussés par la police belge. Ils reprochent à la Belgique de recevoir le président Tshisekedi alors que son élection était contestée. 4000 membres de la diaspora congolaise ont réservé un accueil triomphal à Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo a vécu en Belgique en tant que réfugié politique avant d'y être contesté dans sa victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018. Chers compatriotes, pour de nombreux médias congolais, ce voyage est aussi une belle revanche pour lui. il n'était que normal que mes premiers pas en terre européenne soient réservés à la Belgique, mon autre Congo, le prolongement de notre Congo. Félix Tshisekedi a invité ceux qui le souhaitent à rentrer au pays pour le reconstruire. Et pour encourager ses détracteurs, il a tenu à rappeler la grâce présidentielle qu'il a accordée à des prisonniers politiques en mars dernier. J'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Les sympathisants de Fachi, comme on le surnomme, sont sous le charme. C'est un fils de la diaspora, c'est notre père, notre frère, notre grand frère. Vraiment, il n'y a pas de différence entre lui et le peuple. Il est venu pour montrer au peuple belge que nous sommes une famille et que nous ne pouvons pas nous entretuer, nous mettre des bâtons dans le roue. C'est pour ça qu'il est venu pour consolider d'abord cette relation, pour le remettre au niveau là où il était. Mais la diaspora congolaise est très divisée. Ceux qui s'étaient mobilisés à Bruxelles par le passé soutenant les opposants à Joseph Kabila, dont Félix Tshisekedi,
considère toujours qu'il n'est pas le président légitime. Pas de quoi déstabiliser Félix Tshisekedi. Le président congolais compte tant bien que mal parvenir à rassembler et mener les réformes pour le pays qu'il a promis lors de la campagne de l'élection présidentielle. Et pour analyser la visite de Félix Tshisekedi en Belgique, nous rejoignons en direct depuis Bruxelles Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Bonsoir, professeur. Alors, professeur, Félix Tshisekedi a déclaré « La Belgique est mon autre Congo ». Comment vous interprétez cela ? C'est que c'est lié à son histoire personnelle. Il faut se rendre compte qu'il a grandi en Belgique. Il a été instruit en Belgique. Il a fait ses premiers pas politiques en Belgique. Et en plus, il faut bien savoir que la Belgique a été la terre d'accueil, d'exil et même de pouvoir pour son père, Tshisekedi. Et comme vous le savez, il a été décidé aussi en Belgique. Et donc, il a vraiment véritablement une espèce d'attache très, très, très forte avec la Belgique. Aussi, pour en rajouter, il a quand même rencontré sa femme en Belgique et ses enfants sont nés en Belgique. Professeur, on l'a vu, la diaspora congolaise est très divisée par rapport à cette visite. Quel est le poids des opposants dans la vie politique congolaise ? C'est qu'il faut bien se rendre compte que la diaspora congolaise en Belgique, elle est constituée de plus ou moins 150 000 personnes. Et or, ces personnes sont originaires du Congo, donc on a plus ou moins 50 000 Belges d'origine congolaise qui sont aussi représentants de diversité culturelle régionale du Congo. Donc les mêmes antagonismes que l'on voit au Congo se répercutent au sein de la diaspora. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre d'une part ceux qui les soutiennent et d'autres qui ne les soutiennent pas. En fait, ça ne fait que refléter ce qui se passe au Congo. Et pour terminer, quel bilan peut-on faire par rapport aux accords qui ont été signés avec Bruxelles, très rapidement ? Très rapidement, on peut dire que diplomatiquement, on peut dire qu'il a réussi. Mais pour attendre les résultats concrets de ces demandes, notamment en matière économique et sécuritaire, ça, je pense qu'il faudra attendre que le gouvernement belge puisse être mis en place, parce que je rappelle que le gouvernement belge est en affaires courantes, donc ne sait rien décider par rapport au Congo. Merci Bob Kabamba. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Bruxelles. Et on continue ce BBC Hebdo avec le reste de l'actu de la semaine en bref et en images. Au Libéria, un incendie a causé la mort de 27 élèves et 2 enseignants. Le drame a lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans une école coranique non loin de la capitale Monrovia. Les élèves étaient tous endormis lorsque l'incendie a éclaté. Le président libérien George Weah a exprimé ses condoléances aux familles. En RDC, l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été inculpé. Il est accusé d'avoir détourné plus de 4 millions de dollars destinés à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le parquet l'a placé en résidence surveillée. Oli Ilunga avait démissionné le 22 juillet dernier suite à un désaccord avec le président Félix Tshisekedi. Et puis la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Elle relance donc la procédure pour au moins plusieurs mois et retarde un éventuel retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. De son côté, le Front populaire ivoirien a dénoncé une machination judiciaire. Au Cameroun, la justice a été totalement paralysée cette semaine. Les avocats ont suivi le mot d'ordre de grève. Ils entendaient dénoncer les entraves à l'exercice de leur métier. Reportage Kiangala Shintom et Kélarone Mendy. Pour les avocats, ici en 2016, lors de leur dernière grève, le récent procès et la condamnation des séparatistes anglophones ont été la goutte d'eau de trop. Ils affirment que les dirigeants séparatistes anglophones ont été jugés par un tribunal militaire dans une langue qu'ils ne comprenaient pas et que c'est typique de ce qui va mal dans le système judiciaire. Les avocats eux-mêmes auraient été victimes d'abus, y compris d'agressions physiques. L'avocat Nicodemus Amungwa a dirigé l'équipe de communication du leader séparatiste anglophone, Ayuk Tabé. Il a décrit les circonstances d'un incident survenu en juillet. Il aurait été frappé par derrière par 2 policiers à moto. Et il affirme que les mauvais traitements ont commencé lorsqu'il a essayé de se plaindre. Ils m'ont étranglé jusqu'à ce que je perde connaissance et je ne me suis retrouvé qu'à l'hôpital. Le souvenir de mon transport à l'hôpital est pénible car j'étais comme un colis à l'arrière d'un pick-up Toyota.
Le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun a décrit un certain nombre d'abus à l'encontre des avocats et de leurs clients, notamment de violences physiques, de prolongation inutile de garde à vue pour les suspects et de poursuites devant la Cour suprême. La Commission des droits de l'homme du pays soutient les avocats en grève. À la Commission, nous accueillons très favorablement cette action parce qu'ils essaient d'utiliser un outil qui ne leur est pas adapté. Nous avons dénoncé les conditions de détention dans le pays et cherché diverses façons d'améliorer la situation des détenus. Ce que nous cherchons à faire en tant que défenseurs des droits humains, c'est de faire comprendre à la société que les prisons et les lieux de détention ne sont pas des lieux de torture. Le gouvernement a exhorté les avocats à reconsidérer leur grève. J'évoque, mesdames et messieurs, tout ceci à dessein pour inviter le barreau du Cameroun, à son tour, à prendre ses responsabilités en conduisant dorénavant les avocats, non plus dans la contestation tous azimuts, mais dans la collaboration avec les pouvoirs publics. De ce point de vue, il me plaît de souligner que le barreau du Cameroun est un ordre professionnel et non un parti politique d'opposition, ni une ONG des droits de l'homme. Les avocats sont des auxiliaires de la justice et ont mission, oh combien noble mission, de contribuer à l'administration de la justice. Après plusieurs réunions pour éviter cette grève de 5 jours, les avocats n'ont pas cédé. Pour eux, faire changer les choses est une absolue nécessité. Un peu de gourmandise dans ce BBC Hebdo, c'est dur de s'en priver, surtout pour moi, vous les voyez derrière moi. Il y en a pour tous les goûts, les glaces font le plaisir des petits et des plus grands, mais surtout de ceux qui en font leur affaire. Raissa Okoye est allée à la rencontre des vendeurs de glaces à l'italienne, mais confectionnées à Dakar, regardez. La glace se consomme par milliards de litres dans le monde. L'Afrique et le Sénégal en particulier ne font pas exception à cette vague de froid. Bonjour, buongiorno. Buongiorno. Comme j'ai arrivé en Italie, j'ai travaillé sur la glace 6 ans là-bas. Fin de la 2014, j'ai ouvert la société. Chaque machine, il coûte 10 millions. Les vitrines coûtent 20 millions. Plus les matières premières. Au total, ça m'a coûté 100 millions de francs CFA. Par mois, tu peux faire 7 millions de chiffre d'affaires. Là, c'est coloré, hein? Avec une boule à 1200 francs CFA au lieu de 1000 francs, l'été, le chiffre d'affaires de Ndari peut s'élever jusqu'à 12 millions de francs CFA, soit 20 000 $. On a déjà le citron vert basilic, du tamarin, du mat, du corosol, du bissap et fruits de la passion. Aujourd'hui, nos aspirations, c'est seulement arriver à faire que des produits locaux. Là, je vais te présenter Madame Cereso, la dame qui est derrière ce projet. Je me suis lancé un défi de faire un gelato africain. Et au fur et à mesure, on a commencé à éduquer la clientèle dans les parfums locaux. C'est un investissement lucratif, mais pas pour les premières années en tout cas. Le business des glaces et des crèmes glacées est plutôt lucratif au Sénégal. Et quel que soit l'investissement de départ, de la glace, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. De quoi nous ouvrir l'appétit. Et avant de nous quitter, notre traditionnelle image de fin, voici les championnats d'Afrique de football freestyle, avec des gestes assez fous que je ne serai sûrement jamais capable de faire de toute ma vie. Et au bout du suspense, c'est l'Ivoirien Abdoul Koné, que vous voyez à l'écran, qui garde sa couronne de champion d'Afrique de freestyle. Et en plus du chèque de 3 000 $, Koné pourra participer au grand rendez-vous mondial de freestyle à Miami, aux États-Unis en novembre, tout frais payé. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actu africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et restez connectés sur bbcafrique.com.